Bonjour chers étudiants, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument. On va plonger ensemble au cœur d'un texte d'une puissance, mais d'une puissance vraiment rare. C'est un moment absolument clé du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, et on va se concentrer sur un chapitre en particulier, le chapitre 31. Préparez-vous, ça va secouer. Et pour commencer, je voudrais vous poser une question. Une question qui va être vraiment le fil rouge de toute notre analyse. C'est une question fondamentale, oui, presque philosophique, que Victor Hugo nous jette en plein visage. La voilà. Un homme, un être humain, peut-il devenir une chose? Peut-on le réduire à un simple objet? Gardez bien cette question en tête parce que c'est avec cette grille de lecture qu'on va essayer de décrypter chaque mot, chaque silence de la scène. Une scène absolument glaçante, vous allez voir. Allez, on y va. Entrons dans la cellule. Mettons-nous, si vous le voulez bien, juste à côté du narrateur. Le chapitre s'ouvre et hop, une visite. Mais attention, ce n'est pas du tout une visite ordinaire. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable intrusion. Une intrusion qui va faire basculer tout le réel dans quelque chose d'absurde. C'est presque du théâtre, mais un théâtre d'une cruauté inouïe. Essayez vraiment de visualiser la scène. Vous avez le condamné, seul, complètement muré dans le silence de ses toutes dernières heures. Et tout à coup, la porte s'ouvre et un homme entre. Et là, Hugo, avec son génie du détail qui n'appartient qu'à lui, nous donne un premier indice, mais un indice essentiel. Il nous dit que ce monsieur a son chapeau sur la tête. Ça peut paraître anodin, mais pas du tout. C'est un manque de respect flagrant pour l'époque. Ça nous dit tout de suite que le visiteur, il ne considère absolument pas le condamné comme son égal. Et puis il y a le regard. Un regard qui l'effleure à peine. La machine à déshumaniser est en marche, dès le tout premier geste. Mais alors, qui est cet homme? Qui est ce visiteur? Le narrateur nous le dit avec une précision assassine. Il l'appelle une espèce de sous-architecte. Vous entendez le mépris? Ce n'est même pas une figure d'autorité, c'est un simple rouage de la machine administrative. Et son but? Pourquoi est-il là? C'est là que ça devient terrible. Il vient mesurer la cellule. Pour des rénovations. Des rénovations futures. Vous saisissez l'horreur? C'est la bureaucratie dans ce qu'elle a de plus froid, de plus aveugle. Elle planifie l'avenir, là, juste là, dans un lieu où un homme, lui, n'en a plus aucun. Et Hugo, en grand écrivain réaliste, va même jusqu'à nommer l'outil de cet architecte le pied droit. Alors le pied droit, pour information, c'est une ancienne unité de mesure qui fait à peu près 32 cm et demi. Ce n'est pas un détail anodin, vous en doutez. Ce terme très technique, un peu vieillot, il sert à quoi? Il ancre l'architecte dans son monde à lui. Un monde concret, matériel. Un monde de chiffres, de mesures, d'exactitude. Et le contraste est juste saisissant. D'un côté, la rationalité glaciale de l'outil, et de l'autre, le chaos, l'angoisse existentielle absolue du condamné. Bon, après un petit échange, l'architecte finit par daigner remarquer le condamné. Et sa réaction, quelle est-elle? Un simple hochement de tête, nous dit Hugo, d'un air insouciant. Arrêtons-nous 2 secondes sur ce mot, insouciant, l'insouciance. C'est peut-être, je pèse mes mots, le mot le plus violent de tout le chapitre. Parce que ce n'est même pas de la méchanceté, c'est pire. C'est une indifférence totale, abyssale. Le condamné n'est même plus digne d'être détesté. Non, il est devenu transparent. Et là, on arrive au sommet. La phrase qui, à elle seule, cristallise toute l'horreur de la scène. L'architecte, avec une voix éclatante, nous dit le texte, une voix pleine de vie donc, il se tourne vers le narrateur et il lui lance ça comme si de rien n'était. L'ironie, elle est tellement cruelle qu'elle en devient grotesque. Vous imaginez? Promettre un avenir meilleur, même si c'est juste matériel, à la seule personne dans la pièce qui n'a tout simplement plus d'avenir. Bon, la scène est puissante par ce qu'elle raconte, c'est une évidence. Mais ce qui la rend inoubliable, c'est comment elle est racontée. Alors maintenant, on va s'intéresser au style. On va voir comment le grand Hugo, avec sa maîtrise absolue de la langue, parvient à transformer les mots en mots. M-A-U-X. C'est un véritable travail d'orfèvre. D'abord, il y a le son. Hugo nous plonge dans un véritable paysage sonore. Et regardez bien le contraste, c'est frappant. D'un côté, on a l'architecte, sa voix est décrite comme très haute, éclatante. C'est le son de la vie, de la santé, de l'assurance. Une voix qui s'impose, qui remplit tout l'espace, sans se poser de questions. Et de l'autre côté, on a la voix du gendarme, qui va lui demander de baisser le ton. C'est vraiment le bruit assourdissant de la société qui continue sa routine, contre le silence, le respect que la mort imminente devrait imposer. Et c'est à ce moment précis que surgit une petite lueur d'humanité. Et elle vient de là où on s'y attendait le moins. Pas d'un juge, non, pas d'un prêtre, non. Elle vient d'un simple gendarme, ce vieux soldat à chevrons. C'est lui, et lui seul, qui comprend la situation. Et sa phrase, elle est capitale. Écoutez bien. Il ne dit pas « on ne parle pas si haut dans la chambre d'un condamné ». Il dit « dans la chambre d'un mort ». C'est une nuance énorme. Pour lui, le verdict a déjà tué l'homme. Socialement, il n'appartient plus au monde des vivants. Et en faisant ça, paradoxalement, il lui rend une dignité.
Il exige pour lui le respect qu'on doit aux morts. Vous voyez, Hugo ne cherche pas seulement à nous faire pleurer, ça serait trop simple. Non, il analyse, il dissèque. Sa plume, ici, c'est un véritable scalpel. Un scalpel qui vient mettre à nu sous nos yeux tous les mécanismes de l'inhumanité. Et pour faire cette dissection, il utilise des outils littéraires d'une précision redoutable. Alors, évidemment, le texte est bourré de figures de style. On pourrait y passer des heures. Mais concentrons-nous sur les plus importantes, les plus frappantes. Celles qui font que cette scène n'est pas juste une anecdote, mais un argumentaire implacable. Chez Hugo, il faut bien comprendre ça. Une figure de style, ce n'est jamais juste pour faire joli. Jamais. C'est une arme au service de son grand combat. On va en examiner trois de ces outils chirurgicaux, si je puis dire. D'abord, on va parler de l'antiphrase. Vous allez voir, c'est fascinant pour révéler la fausseté des mots. Ensuite, on verra une comparaison grotesque, très typique du romantisme hugolien. Et enfin, on terminera avec la métaphore, la grande métaphore finale qui vient tout conclure. Alors, commençons par l'antiphrase. C'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense, souvent avec ironie. Et l'exemple ici est parfait. Mon bon ami. En temps normal, cette expression est chaleureuse, elle témoigne d'une certaine affection, mais ici, dans ce contexte, c'est tout le contraire. Ça devient une formule de politesse complètement mécanique, vide, creuse. Et ce vide, par contraste avec l'horreur de la situation, ça devient une véritable agression. Ça montre l'abîme, le gouffre qui sépare ces deux hommes. Passons maintenant à la comparaison grotesque. Accrochez-vous parce qu'elle est violente. Pour décrire le sourire de l'archipel, le narrateur le compare au sourire de quelqu'un qui plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. C'est un choc, non? Hugo vient claquer l'un contre l'autre deux extrêmes absolus. La mort et la vie, l'exécution et le mariage, la fin de tout et le commencement. Ce mélange du trivial et du tragique, du sublime et du grotesque, c'est la signature de Victor Hugo. C'est l'essence même du drame romantique. Et l'effet ici, c'est de nous faire ressentir à quel point la situation est absurde, à quel point elle est incongrue. Et on arrive au point culminant, au point d'orgue de tout le chapitre. La métaphore qui vient tout résumer, tout conclure. Moi, j'étais la commune des pierres qu'il mesurait. Voilà, la boucle est bouclée. Vous vous souvenez de notre question de départ? Un homme peut-il devenir une chose? Eh bien, la réponse est là sous nos yeux. Terrible et affirmative, oui. Le système, à travers son petit fonctionnaire le plus banal, a réussi. Il a achevé son œuvre. Le narrateur n'est plus un homme qui souffre. Il est un objet qu'on mesure. Une pierre, un simple élément du décor. Ok, prenons un peu de recul pour finir. Essayons de comprendre la portée de tout ça. Au fond, pourquoi cette scène? Pourquoi Hugo a-t-il écrit ce chapitre? Quelle est sa véritable intention, au-delà de cette anecdote terrible? Qu'est-ce qu'il cherche vraiment à nous dire, à travers ce moment qui en apparence est si simple? C'est une bonne question, non? Pourquoi ce passage, qui est finalement assez bref et presque quotidien dans son absurdité, pourquoi est-il l'un des plus célèbres, l'un des plus commentés de tout le roman? Quelle est sa fonction, sa place dans la grande stratégie argumentative de Victor Hugo? Eh bien, ce chapitre, c'est un peu un condensé, un concentré de tout le combat de Victor Hugo. Qu'est-ce qu'il nous montre? D'abord, que la peine de mort, ça ne tue pas juste le corps le jour de l'exécution. Non, ça anéantit l'âme, l'humanité de la personne bien avant. Ensuite, c'est une critique, mais féroce, d'une administration, d'une bureaucratie complètement aveugle, qui gère des murs, des chiffres et qui oublie les êtres humains. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est la preuve éclatante que la littérature, le récit, en nous forçant à ressentir ce que ressent le personnage, c'est une arme politique massive. Ce petit chapitre, c'est une pièce maîtresse de son grand plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Voilà, l'architecte est reparti, les travaux vont avoir lieu, les murs de la prison seront sans doute plus solides, plus modernes, plus fonctionnels. Mais Victor Hugo, lui, il nous laisse avec une question qui reste en suspens et que j'aimerais vous poser pour lancer la discussion. Si la pierre, on peut la remplacer, l'améliorer, la reconstruire. Qu'en est-il de l'humanité qui, elle, a été complètement broyée entre ces mêmes murs?